Good morning, sir. 5:42, sir. 5:41. And a lovely day it is, sir. Colder than blazes. Et si je vous disais que le titre La charge héroïque est un énorme mensonge? Ce film, qu'on voit comme un pilier du western, ne contient quasiment aucune charge. Mais il cache bien d'autres choses. Un hommage secret à l'armée, des messages très personnels de John Ford et des anecdotes de tournage qui ont bâti sa légende. Aujourd'hui, on ouvre le dossier classifié chef-d'œuvre de 1949, propulsé au rang de meilleur western de cette décennie par vos votes. Private Mackenzie's got his stout shot. Boy or a girl? It's a little trooper, sir. Salut les amis de la toile, les passionnés de cinéma et de chefs-d'œuvre un peu oubliés. Quand on pense à John Ford et John Wayne, on imagine direct des chevauchées épiques, des duels au soleil et la conquête de l'Ouest dans ce qu'elle a de plus brutal. Et pourtant, en 1949, Ford décide de filmer un film qui prend tout le monde à contre-pied. La charge héroïque, ou She Wore a Yellow Ribbon, de son vrai nom, est une œuvre complètement à part, un film d'une beauté picturale dingue et d'une mélancolie profonde. C'est le deuxième film de ce que l'on appelle la trilogie de la cavalerie de John Ford, une série qui explore l'âme de l'armée américaine. Après le massacre de Fort Apache en 1948, qui parlait des tensions de commandement, et avant Rio Grande en 1950, ce film se penche sur quelque chose de bien plus intime, la fin d'une carrière, le temps qui passe et l'esprit de corps. Six more days. On est en 1949, l'Amérique sort à peine de la Seconde Guerre mondiale, le patriotisme est partout. John Ford, lui-même vétéran, veut rendre hommage à cette armée, mais sans le faire de manière frontale. Il choisit le prisme du western et des guerres indiennes de 1876, juste après la défaite de Custer à Little Big Horn, pour créer une fable universelle sur le devoir, la loyauté et la transmission. Ce film est un poème visuel, une lettre d'amour à une Amérique qui change et une réflexion hyper touchante sur la vieillesse. Et c'est en fait l'un des films les plus personnels et émouvants de son réalisateur. Tax. Ready? Ready, sir. L'histoire de la charge héroïque démarre juste après celle d'un autre chef-d'œuvre, le massacre de Fort Apache. Le succès de ce premier film en 1948 convainc John Ford et sa boîte de production, Argosy Pictures, qu'il y a encore beaucoup à dire sur les tuniques bleues. L'idée d'une trilogie fait son chemin, mais pour ce deuxième film, Ford ne veut pas d'une simple suite. Il veut explorer une autre facette de la vie militaire, plus introspective, plus crépusculaire. Le scénario s'inspire de 2 nouvelles de James Warner Bella et se centre sur un personnage fascinant, le capitaine Nathan Brittles, un officier exemplaire à seulement 6 jours de la retraite. Pour jouer cet homme usé par une vie de service, ce vétéran qui touche à la vieillesse, le choix de l'acteur est évidemment crucial. Et c'est là qu'on tombe sur le premier gros paradoxe de la production. Le nom de John Wayne est sur toutes les lèvres, mais John Ford, son mentor et ami, est totalement contre. La raison est simple, John Wayne a 42 ans. Il est beaucoup trop jeune, et il est au sommet de sa force, l'incarnation de la virilité triomphante. Comment pourrait-il jouer de manière crédible un homme de plus de 60 ans, fatigué, dont le corps et l'esprit portent les cicatrices d'une vie sur la frontière? Well, old comrade. Last patrol, eh? The last of many, sir. Pour John Ford, son acteur fétiche a au moins 20 ans de moins que ce que le rôle demande. La tension monte entre les deux, John Wayne veut ce rôle, il sent qu'il peut y amener une nouvelle profondeur, mais John Ford ne plie pas. Alors,
Qu'est-ce qui a bien pu lui faire changer d'avis d'une manière aussi radicale? First time the herd's been this far north since summer of '68. You never saw a buffalo, Mr. Pennell? No, sir. Ah. Eh bien, la réponse se trouve dans un autre film sorti la même année, La Rivière Rouge, le film de Howard Hawks. Et oui, nous en avons parlé sur cette chaîne. Allez y faire un saut, ça va booster un peu plus la vidéo. Dans ce western épique, John Wayne joue Tom Dawson, un personnage complexe qui vieillit sur plusieurs décennies. Sa performance est une claque. En voyant le film, John Ford aurait lâché cette phrase devenue mythique: Je ne savais pas que ce grand fils de pute savait jouer. John Ford comprend alors que John Wayne n'est plus seulement l'icône héroïque qu'il a créée dans La Chevauchée fantastique. Il est devenu un vrai acteur capable de nuances et de subtilité. Le pari est donc lancé. Wayne obtient le rôle, mais à une condition: il doit être métamorphosé. Le maquillage fait des miracles pour l'époque. On lui dessine des rides, on lui blanchit les cheveux, mais c'est surtout dans son jeu que Wayne va trouver la justesse. Il adopte une démarche plus lente, un dos plus voûté, un regard qui porte toute la fatigue du monde. Il devient Nathan Brittles. Ready? Ready, sir. Il y a même une anecdote qui raconte que pour paraître plus vieux, il aurait demandé qu'on le maquille avec de la farine. Cette transformation physique est au cœur du projet. Ce n'est pas juste un artifice. Elle symbolise la réflexion de Ford sur le héros qui vieillit. Et cette transformation est complètement réussie. La preuve, c'est qu'en revoyant ce film, j'ai invité mon épouse au visionnage. Elle n'avait jamais vu le film. Et en découvrant John Wayne dans ce rôle, eh bien, elle a été surprise. Elle pensait réellement qu'il était âgé. Elle ne l'avait jamais vu dans un rôle pareil. Et elle a été vraiment bluffée par l'acting de John Wayne. Comme quoi, même 70 ans après, le film fonctionne toujours. 5 more. 3 more. 5 more. 3 more. 5 more, can't you count? Refermons cette parenthèse et revenons au tournage de ce film. Justement, à la fin de ce tournage, comme pour marquer cette nouvelle étape, John Ford offre à John Wayne un gâteau avec une inscription simple mais pleine de sens. Tu es un acteur maintenant. Pour Wayne, ce rôle deviendra l'une de ses plus grandes fiertés, un tournant où il a prouvé qu'il était bien plus qu'une silhouette iconique. C'est ce secret de casting, ce doute de Ford transformé en triomphe pour Wayne qui pose la première pierre de la légende de la charge héroïque. Le film entier est une méditation sur une seule question. Que devient une légende quand le temps la rattrape ? Si La Charge héroïque est une œuvre si mémorable, c'est aussi que c'est l'un des plus beaux films jamais tournés. Et son principal écrin, son acteur non crédité mais toujours là, c'est un lieu, Monument Valley. Ce paysage désertique entre l'Arizona et l'Utah, c'est le jardin secret de John Ford. Il y a tourné 7 de ses westerns, mais celui-ci est spécial, c'est le seul qui a été filmé presque entièrement là-bas. Plus qu'un décor, la vallée devient une cathédrale de roches et de sable, un personnage qui dialogue avec les âmes des soldats. Ce qui rend le film visuellement si fou pour 1949, c'est le Technicolor. Ajoutez à ça quelques filtres en post-production et le film devient magique. C'est la première fois que John Ford filmait Monument Valley en couleur et le résultat, eh bien, il est à tomber. Chaque plan est composé comme un tableau. Le directeur de la photo, Winton C. Hawke, s'est d'ailleurs beaucoup inspiré des peintures de Frederick Remington, le grand artiste de l'Ouest américain, pour créer cette ambiance si particulière. Le ciel immense, les roches rougeoyantes, les silhouettes des cavaliers qui se découpent à l'horizon. Ford ne filme pas l'action, il filme la contemplation. Il s'attarde sur des visages marqués par le soleil, sur les uniformes bleus qui contrastent avec le jaune ocre du désert. La terre est rouge comme la peau des Indiens qui se battent pour garder leur territoire. Ce travail d'orfèvre vaudra à Winton C. Hawke l'Oscar de la meilleure photographie en 1950. Et c'est amplement mérité. On est sur des images
magnifiques. Et d'ailleurs, pour les obtenir, ça n'a pas été de tout repos. Une anecdote illustre bien la détermination, pour ne pas dire l'obsession de John Ford. Un jour, alors qu'une patrouille de la cavalerie traversait le désert, un énorme orage a commencé à gronder à l'horizon. Les nuages noirs, zébrés d'éclairs, créaient une ambiance apocalyptique. Face à la tempête qui arrivait, le réflexe de Winton Hawk a été de faire remballer les lourdes et précieuses caméras Technicolor. Mais Ford, voyant là une occasion en or, lui a hurlé de continuer à tourner. Il voulait capturer la puissance brute de la nature. Cette séquence de l'orage que l'on voit dans le film n'est donc pas un effet spécial. C'est un vrai orage filmé dans des conditions extrêmes, grâce à la vision d'un réalisateur qui ne laissait rien au hasard. Les couleurs elles-mêmes deviennent un langage. Le bleu des uniformes, c'est le devoir, la communauté. Le rouge des roches et de la terre, c'est la dureté de l'environnement et la menace. Et puis, il y a le jaune, le fameux ruban porté par Olivia, bien sûr, mais aussi le foulard jaune que les soldats portent autour du cou. Ce foulard n'était pas réglementaire, mais il était pratique pour se protéger de la poussière. Ford en fait un fil conducteur visuel, un fil d'or qui relie les hommes entre eux et au paysage. Cette poésie visuelle transforme un simple western en une expérience presque sensorielle. Et il faut s'imaginer les conditions de l'époque. En 1948, tourner en plein désert avec une si grosse équipe, c'était une expédition. Il n'y avait presque rien. La plupart des gens dormaient dans des cabanes sommaires avec un sol en terre battu et des douches communes à l'eau froide. Pourtant, de cette rudesse est née une camaraderie qui crève l'écran. C'est cet esprit de corps forgé dans l'isolement que Ford voulait filmer. Monument de Valley n'est pas juste le décor de la charge héroïque, c'est son âme. Pensez-vous qu'il y a d'autres décors naturels plus iconiques que Monument de Valley ? Et maintenant qu'on a vu quelques coulisses, attaquons-nous au cœur du film pour en décrypter les messages, car, comme promis au début, la charge héroïque est un titre incroyablement trompeur, surtout en français. Le titre original, She wore a yellow ribbon, elle portait un ruban jaune, c'est la première clé. Ça ne parle pas d'une bataille, mais d'une vieille chanson populaire de l'armée américaine. La chanson raconte l'histoire d'une femme qui porte un ruban jaune pour montrer que son cœur est pris par un soldat parti au loin. Dans le film, c'est la nièce du commandant, Olivia, qui porte ce ruban et qui crée un triangle amoureux entre deux jeunes lieutenants. Mr. Cohill, I see no reason why Mr. Pennell should not go picnicking. Very good, sir. Le titre original met donc l'accent sur la romance et la vie de garnison. Le titre français, lui, promet de l'action, une charge épique qui n'arrive jamais. Le seul raid du film est une manœuvre tactique pour faire fuir les chevaux des Indiens et éviter un massacre, pas une charge frontale. Ce message du titre français nous fait passer à côté du vrai sujet. Ce n'est pas un film de guerre, c'est un film sur les gens de la guerre. Le thème central, c'est un hommage vibrant à cette famille qu'est la cavalerie. Ford ne glorifie pas le combat, mais l'esprit de corps, l'entraide et le respect des traditions. On le voit dans la relation quasi paternelle entre Brittles et ses jeunes lieutenants, ou dans sa complicité bourrue mais touchante avec son vieil ami. Le sergent King Cannon, joué par le génial Victor McLaglen. La bagarre du bar est à la fois drôle et pathétique. I thank you, comrades. This has been a very pleasant moment. C'est une scène culte qui en dit long sur leur amitié.
Mais au-delà de ça, le film est surtout d'une profonde mélancolie. I just had a nip. To the guardhouse, Quincannon, quick step, march! What's the steps, ma'am? C'est sans doute le western le plus crépusculaire et émouvant de John Ford. Il raconte la fin d'une époque, la fin d'une carrière, celle de Nathan Brittles, qui doit quitter la seule vie qu'il ait jamais connue. La scène où il parle à sa femme sur sa tombe est un rituel poignant qui montre la solitude d'un homme face à son passé. Well, Mary, only 6 more days to go and your old Nathan will be out of the army. Cette réflexion sur la retraite, sur le sentiment d'être mis de côté, alors qu'on a encore tant à donner, faisait sûrement écho aux propres doutes de John Ford qui approchait déjà la soixantaine. Enfin, l'un des messages les plus modernes pour l'époque, c'est la représentation des Amérindiens. Contrairement à beaucoup de westerns qui les montraient comme des sauvages, la charge héroïque leur donne une vraie humanité. Ils défendent leur terre, ils ont leur chef, leur culture, leur souffrance. Brittles a une relation de respect mutuel avec le vieux chef. Leur dialogue, c'est celui de deux vieux guerriers qui ont compris la futilité de la guerre. Cette nuance était rare en 1949 et montre la complexité de la vision de Ford. D'ailleurs, le film a fait l'effort d'engager uniquement des Navarros pour jouer ces rôles, ce qui était loin d'être la norme à Hollywood. Bref, La charge héroïque est un film à double fond. Sous ces airs de western classique, il cache une poésie sur le temps qui passe, sur la loyauté et un regard plein d'humanité sur les vaincus de l'histoire. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que vous aussi vous adorez ces personnages secondaires si importants chez John Ford? Ici, c'est Victor McLaglen qui s'y colle. I'm a nervous wreck. Look! Please, chum, take it easy. Lay off the noise, huh? 'Cause if I hear one more sound, I'm gonna skin you alive. Get it? Au final, que reste-t-il de la charge héroïque plus de 75 ans après? Eh bien plus qu'un simple western. On a vu que son titre français était une fausse piste qui nous éloigne de son cœur romantique et nostalgique. On a découvert comment un doute de John Ford a poussé John Wayne à livrer l'une des performances les plus touchantes de sa carrière, devenant enfin un acteur aux yeux de son mentor. On s'est émerveillé devant la beauté de Monument de Vallée, transformé en tableau vivant grâce au Technicolor et à la vision d'un réalisateur qui n'hésitait pas à défier les orages. Whose dog is this? Whose dog is this? Nice dog. Irish setter. Mais le plus grand secret du film, c'est sa capacité à nous toucher en parlant de la fin d'une carrière, la fin d'une époque et la fin d'une certaine idée de l'Ouest. La charge héroïque est moins un film d'action qu'un poème visuel sur la fin d'une vie de service et un hommage intemporel à l'esprit de corps. C'est une œuvre contemplative qui prend son temps et qui trouve sa force dans non pas l'action, mais dans l'émotion. Et je suis très heureux de voir que vous l'avez élu meilleur film western de cette décennie, ce qui prouve que tout comme moi, c'est l'émotion plus que l'action qui guide votre amour du cinéma. Et c'est pour ça que j'anime cette chaîne, et c'est pour ça que je continuerai à vous solliciter. C'est un lien aussi important que ce corps de cavalerie. Et pour finir, ce film est un hymne humaniste, touchant et puissant, qui reste l'un des plus beaux monuments du cinéma américain. Welcome home, Colonel Darling. Your arm, Colonel Brittles. Et vous, au-delà de cette décennie, quel est votre western préféré de John Ford? Vous avez d'autres anecdotes sur ce film ou sur d'autres classiques? Eh bien, dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire. On en apprend tous les jours, vous savez. Et maintenant, vous le savez aussi,
Je réponds à tous vos messages. Et voilà, cette dernière séance touche à sa fin et si ce voyage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains décryptages. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la booster, ça aide grandement la chaîne. Et comme d'habitude, eh bien, portez-vous bien. Bonne toile, à très bientôt. Ciao, ciao.